Alors, on est prêt à terminer avec ce dernier débat sur le nerf de la guerre, l'argent, ce qui est certainement le sujet le plus important après le mode de scrutin. Donc, on a un dernier panel sur ce qu'on devrait faire à propos de l'argent pendant les élections. Et donc, je vais confier à François Gélineau le soin de diriger le panel. Alors, merci André. J'allais débuter en étant en désaccord avec tes propos, à savoir que ce n'est pas le panel sur la réforme du scrutin qui était le plus important, mais bien celui sur le financement. Et évidemment, le programme est d'accord avec moi puisqu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, merci à tous d'avoir le courage de rester avec nous en cette fin de journée. J'ai le bonheur de présider un panel avec 3 personnes tout aussi intéressantes les unes que les autres. Malheureusement, un de nos panélistes a dû se désister. J'ai avec moi, par ailleurs, 3 personnes et je vous les présente dans l'ordre dans lequel ils interviendront. Donc, d'abord, le professeur Thierry Giasson, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Il se spécialise dans la communication politique. Il est également directeur du GRCP, le groupe de recherche en communication politique, et a publié de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur le sujet. Nous aurons ensuite le bonheur d'entendre Tascha Kéridine, que l'on connaît davantage au Québec grâce à ses interventions au téléjournal en tant que commentatrice politique. Elle est également chroniqueuse, ou principalement chroniqueuse au National Post, et donc elle a œuvré dans le monde journalistique depuis un bon moment au niveau canadien. Et enfin, on a la chance d'avoir avec nous M. André Larocque, qui œuvre dans l'espace politique québécois depuis quelques moments. Il est d'ailleurs, et c'est très pertinent pour le sujet d'aujourd'hui, l'un des pères de la loi sur le financement des partis politiques qui a été réformée très récemment. Il est l'auteur de la version précédente. La bonne, dit-il. Donc, sans plus attendre, je vais retourner au fonctionnement qui est original, c'est-à-dire une intervention d'une dizaine de minutes chacun maximum. Étant donné que vous êtes 3, je tolérerai quelques débordements. Ensuite, je vous donnerai la chance de faire un tour de table pour répondre, ajouter quelques commentaires à vos propos, et nous pourrons ensuite ouvrir la discussion dans la salle. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Thierry Giasson. Merci, François. Merci aux organisateurs de tenir ces 2 journées de réflexion sur l'état de notre démocratie au Québec et au Canada. Il semble que le bilan est bon sur certaines choses et moins bon sur d'autres. On vous a convié à un débat sur l'argent dans les élections, étrangement en nous demandant s'il faut interdire la publicité électorale pour minimiser le rôle de l'argent dans les élections. Donc, moi, je vois ça plutôt comme un débat sur la publicité électorale. Et donc, un débat, et je pense que c'est pour ça que je suis ici, un débat fondamentalement sur le rôle de la communication électorale et, entre autres, de la publicité électorale dans la vie des partis politiques. D'emblée, à cette question, faut-il interdire la publicité électorale des partis politiques afin de minimiser le rôle de l'argent dans les élections? Je dis non. Donc, je dis qu'il ne faut pas éliminer la publicité électorale. Puis, je veux faire un appel à la prudence d'emblée, parce qu'il faut savoir un peu de quoi on parle quand on parle de publicité électorale. C'est très large, le libellé de cette question-là. Et si on s'arrête simplement au terme de publicité électorale, qui est multiforme, qui s'exprime, oui, à la télévision, oui, à la radio, oui, à l'imprimé, de plus en plus sur le web, dans toutes sortes d'interventions, les interventions publiques des politiciens. Bien, si on élimine la publicité électorale, qui est donc fondamentalement multiforme, on élimine les campagnes électorales. Parce que les campagnes électorales, ce sont des campagnes de publicité. Ce ne sont que ça. Ce sont des campagnes promotionnelles où des partis politiques, des organisations politiques prennent la parole dans l'espace public pour faire la promotion de leurs projets politiques et attaquer la crédibilité des projets politiques de leurs adversaires. Et ça, c'est de la publicité électorale.
c'est de la promotion. La publicité électorale, c'est ce registre promotionnel ou d'attaque où un parti prend la parole dans l'espace public. Et ça s'inscrit dans des activités payantes, très souvent, et dans des activités qui sont moins coûteuses. Donc, si on prend pour acquis que la publicité électorale est l'ensemble de ces manifestations-là qui s'expriment en contexte électoral, donc moi, j'arrive à la conclusion que si on élimine la pub, on élimine les campagnes électorales. Et là, on se retrouve avec un énorme problème de fonctionnement démocratique. Donc, première raison qui m'amène à justifier, énoncer une réponse par la négative, c'est ça. La deuxième raison qui m'amène à énoncer une réponse négative, c'est une réponse qui est un peu plus ancrée dans la recherche scientifique, une partie de la recherche que moi-même je fais dans le cadre de mes travaux, qui montre que la publicité électorale, elle a une valeur informationnelle très importante en campagne électorale. Et donc là, je vais parler de la publicité électorale télévisée, le démon, celle qui coûte si cher. Et donc, la publicité électorale télévisée, elle a une plus-value informationnelle. Et la plus-value informationnelle de ces émissions politiques, de ces messages politiques, il s'exprime de plus en plus par rapport aux problèmes qui sont liés au contenu de la couverture médiatique des campagnes électorales, qui parle de moins en moins d'enjeux et de plus en plus de stratégies, de plus en plus de la course, de plus en plus de sondages, de plus en plus de la campagne, des intentions des acteurs et de moins en moins des positions programmatiques des acteurs politiques sur les grands enjeux de la campagne électorale. La publicité, qu'elle soit positive ou négative, ne porte que sur les enjeux. Donc, les électeurs tirent énormément d'informations factuelles, des informations sur le positionnement des partis par le biais d'une exposition à la publicité électorale. Et ça, toutes les études le montrent. Dès que les gens s'exposent à la publicité en période électorale, ils font des gains d'informations. Donc, elle a sa raison d'être, la publicité, parce qu'elle véhicule cette information que les électeurs trouvent de moins en moins dans d'autres créneaux informationnels, et en particulier dans la couverture médiatique que les grandes organisations d'information vont faire de la campagne. Il faut aussi comprendre que la publicité électorale, elle est balisée par une réglementation qui est assez stricte au Canada. Il faut aussi arrêter de penser que ce qui se passe aux États-Unis se passe chez nous. Les partis n'ont pas la capacité de mobiliser autant de ressources, n'ont pas la capacité de dépenser autant de ressources que leurs collègues ou que les formations américaines. La loi électorale, et en particulier la loi sur la radiodiffusion, qui balise l'ensemble de la diffusion publicitaire, c'est un processus qui est très rigoureux. Et entre autres, par le biais de l'article 348 de la loi électorale canadienne, qui impose aux médias électroniques et aux médias écrits d'imposer les tarifs les plus bas, les tarifs publicitaires les plus bas, aux partis et aux candidats qui veulent acheter de la publicité. Donc, la loi, elle est très stricte. Et là, je vous parle seulement de la tarification parce que ça a un impact direct sur l'argent et les élections. Mais l'utilisation et le recours donc, à la publicité électorale, c'est largement balisé, entre autres, par la réglementation électorale. Et l'ensemble de la réglementation électorale aussi, et ça, il faut la lire pour s'en rendre compte, reconnaît l'importance et l'utilité de la publicité électorale dans un processus démocratique, reconnaît le contenu informationnel, la validité et la valeur du contenu informationnel qui est véhiculé dans la publicité électorale et reconnaît que c'est nécessaire et utile aux électeurs afin de prendre des décisions qui sont éclairées. Et ce principe-là encadre et assoit toute la réglementation de la radiodiffusion électorale et donc de l'utilisation de la publicité. La réglementation électorale impose aussi aux télédiffuseurs d'offrir de l'espace gratuit de diffusion aux partis politiques. Donc, il y a plusieurs partis politiques de petites formations qui peuvent diffuser gratuitement de la publicité. Donc, oui, il y a des coûts qui sont associés à la publicité, mais l'ensemble des partis peuvent accéder dans une distribution équitable, et c'est le terme que la législation utilise, mais peuvent accéder à de la visibilité médiatique sur les grands réseaux nationaux. Ils peuvent aussi en acheter.
Donc, est-ce que les campagnes coûtent cher? Est-ce que la publicité télévisée, parce que je pense que c'est de ça dont on parle dans le libellé de la question, que la publicité électorale, c'est la publicité télévisée, ce fameux démon. Donc, est-ce que les campagnes coûtent cher? Est-ce que la publicité télé contribue de façon significative à ces coûts-là? À cette question-là, il faut répondre oui. Mais je pense qu'il faut réfléchir à qui est responsable des coûts importants qui sont associés à la diffusion de publicité télévisée. Puis je vous dirais que les premiers responsables, ce sont d'une part les partis politiques, les formations politiques qui vont y investir des ressources importantes, mais beaucoup, indépendamment de l'article 348 dont je vous parlais tout à l'heure, les entreprises médiatiques qui ne suivent pas réellement l'esprit de la loi et qui ne facturent pas aux partis politiques les plus bas tarifs des cases publicitaires. Les partis négocient avec chacun des réseaux des prix pour accéder, pour acheter leurs cases publicitaires. Et donc, on négocie des prix très souvent à l'extérieur des barèmes et des balises de la loi électorale. Et les prix ne sont pas les mêmes pour tous les partis politiques. Donc là, il y a un problème important. Et le problème, il n'est pas seulement celui de faire ou de diffuser ou de ne pas diffuser de la publicité, c'est la manière dont les entreprises médiatiques gèrent la relation qu'ils doivent entretenir avec les partis politiques dans la tarification des coûts publicitaires qui sont proposés aux partis politiques. Un 30 secondes à tout le monde en parle, et là, je peux vous le dire parce qu'en ce moment, j'enseigne un cours de marketing politique appliqué où mes étudiants doivent monter des campagnes électorales. Et j'ai eu accès à des grilles tarifaires. C'est très difficile d'avoir accès à ça, d'ailleurs. Les entreprises médiatiques gardent ça précieusement. Donc, habituellement, des kidams comme nous n'avons pas accès à ça. Alors, il faut passer par des gens, puis bon. Alors, finalement, j'ai eu accès à aux grilles tarifaires d'un grand réseau national de diffusion. Là, je vais le révéler parce que je vais vous parler d'une émission spécifique. Mais un 30 secondes, à tout le monde en parle, parce que les grilles sont fixées pour l'année en cours, voire l'année prochaine. Donc, dans le cadre de l'élection qui s'en vient, l'élection fédérale, les partis qui voudront diffuser un 30 secondes de publicité à tout le monde en parle, en heure de grande écoute, vont devoir payer 12 800 $. Ça, c'est une diffusion, une pub. Pourquoi Radio-Canada impose ces coûts-là aux partis politiques? Et pourquoi la loi électorale ne dicte pas, par exemple, qu'en période électorale, puis on s'entend, une élection, là, c'est 30 jours, 35 jours. Ce n'est pas la fin du monde dans la vie d'une organisation médiatique. Ce n'est pas avec ça qu'ils vont boucler leur budget. Mais quand on les voit appliquer de façon très, très laxe la loi électorale, on a l'impression que c'est ça qui se passe. Donc, il y a aussi une réflexion à se faire, je pense, au sein des entreprises médiatiques sur la manière dont on interprète la notion du tarif le plus bas. Et on ne parle pas de tarif préférentiel, on parle de tarif le plus bas dans la loi électorale. Donc, le problème, il est là, selon moi. Il n'y a pas de tarif préférentiel qui est fixé pour la diffusion des publicités électorales. Et ça donne une marge de manœuvre importante aux entreprises médiatiques pour aller chercher de l'argent et pour forcer les partis politiques à casquer. Et ils casquent parce que la publicité électorale fonctionne, parce que la publicité électorale est de plus en plus ciblée, parce qu'elle permet aux partis politiques d'engager une discussion directe avec les électeurs, et les partis tiennent à ça aussi. Donc, selon moi, il ne faut pas retirer ou interdire la publicité, puisque les électeurs vont y perdre au change. Toutes les études montrent que les gens font des gains d'information lorsqu'ils écoutent de la publicité électorale, lorsqu'ils y sont exposés. Les gens vont dire d'emblée qu'ils n'aiment pas la publicité électorale et qu'ils détestent encore plus la publicité négative. Mais encore une fois, toutes les études montrent que la publicité électorale, et en particulier la publicité négative, attire davantage l'attention. Donc, on l'écoute davantage. On n'aime pas ça, le dire publiquement, que ça nous intéresse, que ça nous interpelle. Mais on le fait et on porte une attention à ces messages-là. Et ces messages-là ont une incidence, entre autres, dans le gain d'information. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut rappeler à l'ordre l'industrie médiatique, les grandes entreprises médiatiques, et peut-être revoir dans le libellé de la loi électorale, et en particulier sur les articles qui portent sur la radiodiffusion électorale, les caractéristiques propres à la tarification
des publicités électorales. Le problème, il est là. Le problème, il est dans le placement publicitaire, dans cette capacité qu'ont les entreprises médiatiques à avoir un rapport de pouvoir très fort avec les partis politiques qui veulent et qui peuvent, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas tous les partis politiques qui font de la publicité télévisée. Il faut avoir des sous. Il faut avoir les 12 000 $ pour faire la diffusion une fois 30 secondes à Tout le monde en parle. Et ça, c'est une seule diffusion. Il y en a une multitude d'autres qui se déroulent en campagne électorale. Mais encore une fois, selon moi, tant que les médias ne se livreront pas à un exercice profond d'évaluation et de révision de leurs pratiques, les secteurs de vente publicitaire, mais aussi les journalistes politiques qui couvrent les campagnes électorales et qui refusent de nous parler d'enjeux, qui préfèrent nous parler des problèmes qu'ils ont à gérer la campagne ou de l'encadrement très, très, très rigoureux auquel ils sont confrontés par les équipes politiques. On nous parle beaucoup plus de ça maintenant que du positionnement programmatique des partis politiques sur les enjeux. Donc, tant et aussi longtemps que, je pense, les médias n'auront pas fait cette évaluation de leurs pratiques, on ne pourra pas envisager de retirer la publicité électorale de l'espace public. Cette publicité, elle a sa raison d'être. Elle permet aux partis de livrer de l'information facilement gérable, facilement comparable aussi. C'est un produit informationnel comparatif qui permet, qui est facilement mobilisé par les électeurs. Et tant et aussi longtemps, donc on n'aura pas une révision importante de la manière dont les médias fonctionnent en période électorale, tant dans la couverture journalistique qui vont faire des campagnes que dans la vente publicitaire, eh bien, je pense qu'on doit maintenir la publicité électorale dans l'espace public. Merci beaucoup, Thierry. Tacha? C'est toujours la faute des médias, honnêtement. C'est toujours notre faute. Non, sérieusement, merci Thierry, merci tout le monde de cette belle invitation pour discuter d'un sujet qui est fort important et fort intéressant et qui suscite des points de vue divergents. Parce que moi, je suis d'accord avec Thierry qu'on ne devrait pas interdire la publicité, c'est sûr, mais je ne pense pas que, je dirais, à Radio-Canada ou autres, combien qu'ils pourraient charger pour des publicités. Et Radio-Canada a besoin de tous les sous depuis qu'on a perdu le hockey, là, qu'on charge 12 000 $ par 30 secondes, ça me va très bien. Mais sérieusement, on est dans un marché libre et ça nous rapporte un peu à la discussion plus générale de l'argent et les élections. Et moi, je vais aborder le sujet de cette optique-là. Je vais parler de publicité, mais aussi un peu élargir la discussion au rôle de l'argent dans les élections parce que l'argent achète beaucoup de choses, dont les publicités sont très importantes. Et comme j'ai dit, je pense que de cet aspect-là, on ne devrait pas interdire la publicité pendant les élections. Mais pour commencer, j'aimerais parler un peu du système électoral en général parce que pour considérer le rôle de l'argent ou des publicités, il faut se dire, c'est quoi notre système politique qui s'est développé? On est très loin des jours d'Aristote où il disait que c'était le but d'Athènes, le but du système démocratique, c'était de minimiser le rôle de l'argent, que c'est l'égalité des individus et non pas de leur patrimoine, la valeur de leur patrimoine qui devrait compter. On sait tous que l'argent compte beaucoup. Ça a compté de diverses façons dans le développement de notre système démocratique. On peut penser à Tammany Hall aux États-Unis, quand les partis démocratiques achetaient littéralement les votes des gens en leur fournissant du bien-être social. On peut penser aux dépenses pendant des référendums sur des questions, des dépenses parfois faramineuses en Californie, l'Empire ou le royaume des référendums sur toutes sortes de questions. L'argent et la politique ont toujours été liés. Mais quand on regarde l'influence de l'argent et aussi des publicités, ce n'est pas nécessairement une relation aussi étroite qu'on peut penser. Il y a des études qui ont été faites, surtout aux États-Unis, oui, parce que c'est là où on dépense beaucoup plus qu'au Canada, mais on peut comparer quand même, je pense, sur la question de l'influence de l'argent pendant les élections. Et ce que les chercheurs ont trouvé, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien dépassé un certain seuil de gain qu'on peut faire
en dépensant plus sur l'organisation ou la publicité ou n'importe quoi. Et je peux vous citer juste quelques études. Robert Shrum de New York University a trouvé aucune relation linéaire entre l'argent et le degré de succès. Jeff Miliot de l'Université de Missouri, pas de relation entre les dépenses. Et finalement, une étude très intéressante de Freakonomics, je ne sais pas si vous lisez tous, mais là, ils ont un excellent blog, qui a trouvé que quand on double les dépenses dans une campagne électorale, équivalait à un gain de 1% seulement dans le vote. C'est quelque chose, je pense, les gens, pendant les périodes électorales, sont très conscients des dépenses d'argent et pensent que c'est ça qui va affecter qui va gagner. La réalité est que c'est des dépenses qui sont entre les périodes électorales qui sont parfois plus importantes parce que l'argent, peut-être, ne va pas vous acheter l'élection, mais ça peut vous acheter beaucoup d'accès et d'influence. Alors, une fois qu'un parti est en position de pouvoir, là, on voit les lobbyistes, on voit les donateurs, on voit les gens qui, dans le passé, des grandes compagnies donnaient toujours, on trouvait, à plusieurs partis, pas seulement un d'habitude, parce qu'ils voulaient être en position d'avoir de l'accès. Et là aussi, des études ont été faites, une à Washington très intéressante en 2014, qui a démontré que les politiciens, et c'était une expérience qu'ils ont fait. Les politiciens ne savaient pas que c'était une expérience, mais ils ont appelé les bureaux des politiciens pour avoir des rendez-vous. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que si c'était un donateur qui voulait avoir le rendez-vous, il l'avait beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'était pas un donateur à ce parti-là. Ça ne nous surprend peut-être pas, mais c'est là vraiment, quand on parle de l'argent dans la politique, je pense qu'on devrait se concentrer peut-être un peu plus. La période électorale, certainement, la publicité, c'est très important pendant la période électorale pour les informations. Mais là encore, au Canada, on a maintenant quoi pour nos élections qui est différent de la dernière fois en 2011? Anybody? La date fixe. La date fixe change le jeu parce que, je vous dis, c'est avril. La date, c'est octobre, le 19 octobre. On va avoir des publicités qui commencent maintenant. Les partis ne vont pas attendre pour dépenser leur argent pendant les fameuses 35 jours parce qu'ils savent que c'est juste 35 jours. Ils savent quand ça s'en vient à l'élection. Alors, on va avoir des publicités qui commencent avril, mai, juin, juillet. On va être inondé de publicités de tous les différents partis. Et c'est pour cette raison aussi qu'on voit un emphase sur la levée de fonds, ces fameuses lettres que M. Harper ou n'importe qui dans son parti envoie, là, qui disent « Donnez-nous de l'argent, on va protéger les armes à feu, donnez-nous de l'argent, on va vous protéger contre les terroristes. » Ça finit jamais. Pourquoi? Parce que cette élection, la publicité, qui coûte cher, c'est vrai, va commencer beaucoup avant la période préélectorale. Maintenant, il y a certains qui disent que peut-être, pour cette raison, le parti au pouvoir va débuter la période électorale plus tôt, parce qu'il n'y a rien dans la loi qui dit que ça ne peut pas débuter plus tôt. Ça doit être 35 jours, mais ça peut être plus long. Et ça mettrait une limite, parce que certainement la limite sur les dépenses de 21 millions environ couvrirait une plus large période de temps. Et là, ce serait un peu intéressant parce que là, ça forcerait à faire des choix. Mais autrement, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir beaucoup de publicité. On va aussi voir beaucoup de publicité de tierces parties. Il y a des organismes comme Conservative Voice et autres qui vont faire des publicités. On a vu ça pendant les élections en Ontario, des groupes associés à des syndicats, par exemple, qui faisaient plein de publicités partout avant la période électorale, justement pour influencer le vote. Et là, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Certainement, les compagnies médiatiques sont contents à vendre leur publicité à n'importe qui et ce n'est pas eux qui vont faire le contrôle. Si jamais on visait un contrôle, on doit se poser la question, est-ce qu'on devrait contrôler ces acteurs-là? Moi, je suis en faveur de la liberté d'expression et je pense que non. C'est sûr qu'on peut dire, bon, c'est la liberté d'expression pour ceux qui ont de l'argent, mais dans le monde du crowdfunding, dans le monde où on peut faire des levées de fonds à l'extérieur pour des groupes qui ne sont pas des partis politiques ou des organismes de charité, je pense qu'il y a beaucoup de moyens différents pour faire ces levées pour des gens, pour se faire entendre dans la place publique. Et aussi, la place publique a évolué grandement. Oui, la télévision est importante, mais YouTube et les médias sociaux sont des réseaux qui sont utilisés de plus en plus et qui, eux, sont diffusés par les médias.
C'est ça qui est les médias traditionnels. Quand un parti politique fait une annonce et le met sur YouTube, et là, les nouvelles télévisées à 6 heures montrent ce clip à la télévision, c'est comme la publicité gratuite. Alors, il y a plein de façons pour les partis de, pas contourner, mais d'additionner ou d'alimenter le montant qui est officiellement permis pour faire des annonces. Maintenant, on demandait aussi le rôle du directeur général dans tout ce processus-là. Est-ce qu'on devrait interdire les publicités, par exemple, et laisser au directeur général le pouvoir de disséminer les plateformes? Et là, je dis absolument pas. Je pense pas que c'est le rôle du directeur général. Je pense que son rôle devrait être plus large que le gouvernement le permet à l'heure actuelle. Je pense que le directeur général des élections devrait être capable de dire aux gens c'est bon d'aller voter, ce qu'on ne lui permet pas. Maintenant, on limite ça. L'information qu'il peut donner, c'est juste où voter, ou quand voter. Mais je pense que ouvrir cette porte-là, lui donner ce rôle-là, serait dangereux parce que ça lui ouvrirait aussi à des accusations de favoritisme potentiel. Et un parti pourrait se plaindre, dire qu'il a donné plus d'informations sur un autre parti. Qui serait là pour surveiller ça? Et deuxièmement aussi, la publicité, la dissémination d'informations pendant une élection, même avant l'élection, ça engage les bénévoles, ça engage la culture politique. Les gens qui mettent des pancartes sur leur terrain ou qui demandent à leurs voisins de le faire ou qui distribuent les pamphlets ou qui font, des jeunes qui font des annonces, pour mettre ça sur YouTube, des parodies ou n'importe quoi. Mais ça engage la culture politique, c'est une forme d'expression et je ne pense pas qu'on devrait limiter ça parce que je pense que ce qu'on a besoin de plus dans notre culture, c'est cette expression et cet engagement, pas qu'on mette les gens à distance. Alors, je pense que j'ai couvert un peu tout ce que je voulais ici. Je vais simplement terminer sur la question du financement public un peu, parce qu'on a parlé aussi de ça dans le document, et c'est-à-dire, est-ce qu'on devrait financer de façon publique? Il y a une divergence entre la direction du Canada et du Québec sur la question. Et là encore, moi, je pense que ça va être intéressant de voir l'évolution de ces deux systèmes. Moi, je penche vers le privé, grande surprise, que le Canada fait versus financer publiquement, parce que je pense encore que dans la démocratie, oui, c'est vrai qu'on aimerait que tout le monde ait une voix égale, mais aussi on respecte le fait qu'il faut travailler pour avoir cette voix-là. Et l'argent, avoir un appui populaire, c'est une façon des gens aussi de s'impliquer. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire le bénévolat, qui n'ont aucune autre façon de s'impliquer, qui veulent appuyer un parti. Et le parti aussi, j'aimerais pas forcer mon voisin à appuyer mes idées avec son argent. Je pense que le Québec a fait la bonne chose en éliminant le crédit, par exemple, de charité pour les partis politiques. Je vois M. Dion peut me poser la question. Ils n'ont pas éliminé? Ils disent ici que oui, ils avaient... Diminué. OK. Oui? Le crédit d'impôt pour les partis existe toujours. Vous financez le Bloc et le Parti libéral. Au fédéral, non, au Québec. Au fédéral. Mais au provincial. Oh, au provincial. Non, c'est OK. Je pense que j'avais mal compris. Non. Je sais ça et je suis contre ça. Justement, c'est ce que je voulais dire. Le Québec a pris la bonne voie. Je ne suis pas pour le financement populaire financé par le parti, mais je suis contre cela de dire que vous pouvez forcer quelqu'un. Et c'est ça, je pense, le crédit devrait être éliminé partout, au niveau fédéral aussi. Alors, c'est ça. Je vais céder la parole maintenant. Merci beaucoup de votre attention. M. Larocque, pas de problème. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis un vieux prof, hein, ça, je suis plus à l'aise debout. Je parle pas fort, par exemple, fait que c'est la job. C'est bon. Je vous remercie de m'avoir invité d'abord. Ce colloque se propose d'établir le bilan de santé de la démocratie québécoise et canadienne. J'ai un intérêt certain pour les deux, mais j'ai une expertise personnelle qui est limitée à l'expérience du Québec. Le court propos qui va suivre s'en de dégager 4 grands points. Premièrement, le patient est gravement malade. Deuxièmement, le patient connaît bien les remèdes qu'il lui faut. Troisièmement, il y a un empêchement majeur à la guérison. Puis quatrièmement, ça va prendre un remède de cheval pour y arriver. Le patient est gravement malade. Le dernier grand bilan de santé au Québec a été fait en 2002-2003. Ça s'est appelé les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Claude Bélan
a présidé la plus vaste consultation populaire de notre histoire. 27 assemblées publiques dans 20 villes, 16 régions, des milliers d'interventions, des centaines de mémoires, 1000 personnes tirées au sort réunies pendant 3 jours à Québec pour discuter de la qualité de nos institutions. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dégager de tout ça, mais je dégage un verdict. Je cite le rapport de M. Belland. Le cœur citoyen est inquiet. Un profond sentiment de désabusement à l'égard de la politique traverse le Québec. La frustration du citoyen est palpable devant son impuissance à influer comme il le voudrait sur les décisions qui ont un impact sur sa vie et sur celle des pairs. Fin de la citation. Donc, le patient est vraiment malade. La bonne nouvelle, c'est que le patient a certaines idées sur les remèdes à utiliser. Je remercie les organisateurs du colloque d'avoir, via la Maison de COP, identifié la volonté de guérison du patient, les quelques-uns des remèdes à utiliser. On a vu dans le sondage, là, réforme du mode de scrutin, élimination de la publicité partisane, formation démocratique au secondaire, l'abolition de la ligne de parti, meilleure représentativité homme-femme. Les mêmes remèdes, et quelques-uns plus radicaux encore, ont été identifiés aux États généraux. À plus de 80 on a préconisé notamment, en plus de ce qui vient d'être dit, une constitution pour le Québec, l'initiative populaire, la décentralisation des pouvoirs vers les régions, l'élection du premier ministre au suffrage universel. En un mot, le patient sait ce qu'il veut. Il ne faut pas broder trop là-dessus, que je ne suis pas un jeune homme, comme vous savez, ça fait longtemps. Moi, j'étais ici, dans cette institution, il y a 45 ans, au premier débat sur le mode de scrutin. 45 ans encore, 55 ans après, quasiment jour pour jour, je suis encore, puis on est encore en train de discuter de mode de scrutin. Le patient, lui, quand on demande au monde des questions simples, c'est quoi que vous voulez, a des réponses, beaucoup plus qu'on s'imagine. Ces réponses-là, on va chercher par les sondages à l'occasion, là, mais pas souvent. Il faut faire des efforts énormes. Le patient, c'est ce qu'il veut depuis longtemps. Mais il y a un empêchement majeur à ce que le patient veut. Un auteur britannique a écrit, fort succinctement, mais fort justement, British government is party politics. En français, le pouvoir du peuple, le cœur même de la démocratie, a été usurpé par les partis politiques. Nous vivons dans une démocratie représentative fort chancelante, où le pouvoir des partis politiques s'est substitué à celui des citoyens. En matière de changement d'institution, les élus sont les pires ennemis des électeurs. C'est ici que l'empêchement, c'est dans ces murs ici que le blocage. Ça s'appelle un parlement, on y parle beaucoup, on y met à l'occasion, mais on n'écoute pas beaucoup. Ici, la voix du peuple ne se rend pas. On fait des débats, mais on ne donne pas de suite. Comme cet atelier porte d'abord sur le financement des partis politiques, je vais illustrer mon propos par le sort fait, ça ne vous étendrait pas, à la loi québécoise du financement des partis. Mais laissez-moi vous rappeler au départ un mot de l'évêque. M. l'évêque disait que toute sa carrière politique aurait été justifiée s'il n'avait réussi qu'à passer cette seule loi. Dans le mémoire qu'il soumettait au Conseil des ministres le 23 février 1977, Robert Burns identifiait comme le premier des 5 principes fondamentaux de la loi, je cite, la primauté absolue des électeurs. Vous savez le reste. Une loi qui a été pour un temps un modèle pour rien de moins que la planète entière a été progressivement érodée, puis détournée carrément. Je cite les mots de Robert Burns en 1912, suite à la réforme de la loi de financement des partis politiques. Citation, « Aujourd'hui, l'orientation de départ est faussée et même renversée. On substitue le financement de l'État au financement populaire. » Le gouvernement fédéral va en sens inverse, qui est une bonne idée. On substitue le financement de l'État au financement populaire. On substitue la guerre à la corruption, à la démocratisation des institutions. On substitue les partis politiques à la volonté populaire. Fin de la citation. Le bateau amiral de la flotte de René Lévesque a été coulé à pic par un gouvernement dirigé par un parti qui a été fondé par René Lévesque. En un mot, on peut dire que le bateau repose dans un champ de ruines.
Vous avez, comme moi, suivi les délibérations de la commission Charbonneau. Vous ne saviez peut-être pas, comme moi, que dans la loi de financement de 1977, le directeur général des élections disposait d'exactement les mêmes pouvoirs dont dispose la commission Charbonneau. En 40 ans, les élus, les administrateurs, les directeurs généraux des élections n'ont pas servi de ces pouvoirs-là pendant 40 ans. C'est la commission Charbonneau qui, 40 ans après, qui arrive au secours. Les élus, en un mot, et les administrateurs ont laissé échapper une pièce maîtresse de notre démocratie. C'est qui le coupable? Je ne les nommerai pas, je vais vous permettre à quelqu'un d'autre de les nommer. Gilbert Lavoie, dans l'éditorial du Soleil, le 13 mai 2014, dit, je cite, « Sur le financement des partis, on a vu une illustration d'hypocrisie de la part des politiciens et une belle dose d'incompétence de la part du directeur général des élections. » Fin de citation. De Bernard Descoteaux, dans le Devoir du 17 mai 2014, citation, « Les acteurs de ce drame, qui est l'échec de la loi de financement, ce sont les politiciens eux-mêmes, ce sont eux qui en ont dénaturé le sens. » Fin de citation. Comme disent les Anglais, « The enemy is within ». Comme dit quelqu'un d'autre, les machines politiques sont devenues des monstres. Je signale en passant, parce que ce n'est pas une citation de moi, c'est une citation que j'ai prise à quelqu'un d'autre, un homme qui a déjà été ministre de la Réforme des institutions, un homme connu pour son réalisme, M. Marc-Yvan Côté, a déjà dit devant la commission Charbonneau, les machines politiques sont devenues des monstres. Donc, pour venir au bout, ça va prendre un remède de cheval. Comment guérir le patient? Il va falloir contourner les gens qui entretiennent les causes de sa maladie. Pour établir la souveraineté populaire à la place où elle doit être, au cœur de la démocratie, il va falloir subordonner le pouvoir des partis politiques. Vous allez peut-être penser que j'ai un sens de l'humour un peu douteux, mais j'ai choisi de vous présenter une citation de Bernard Drinville. Elle vient d'un texte que M. Drinville a publié en 25 août 2011, lequel suivait une large consultation faite par le député, un texte fort intéressant qui s'appelle « 10 idées pour réconcilier les électeurs avec les institutions ». Vous aurez compris aussi, en entendant la citation, qu'elle a été faite par M. Drinville avant qu'il ne devienne ministre, avant qu'il ne soit le ministre qui a effectivement torpillé la loi de l'évêque. Citation, les Québécois ont perdu confiance envers leurs élus et leurs institutions démocratiques. Ça, c'est un député. Ils ont le sentiment d'être complètement écartés des décisions qui les touchent. Il ne faut plus que les citoyens se retrouvent seuls face au système des partis, face aux machines organisées des partis et des lobbies. Il faut que le peuple devienne le plus puissant lobby au Québec. La seule façon de remettre le Québec en marche, c'est de donner plus de pouvoir aux citoyens en renforçant considérablement leur prise sur les institutions démocratiques. Fin de la citation. Comment faire? C'est pas simple. 2 solutions, une petite et une grosse. La petite, dans la part du comité directeur aux États généraux de 2003, le comité, M. Bélan a fait la proposition de créer un conseil citoyen de la démocratie. Ce conseil serait évidemment non partisan, habilité à en recevoir en permanence, notamment via le net, les récriminations et les aspirations des citoyens, mandaté pour faire rapport annuellement à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale. Autrement dit, les assemblées généraux, ça ne suffit pas. Les sondages occasionnels nous renseignent, mais ne débranchent jamais les élus. Ce dont le peuple a besoin, parce qu'on parle de démocratie, on parle du peuple, ce dont le peuple a besoin, c'est d'une adresse, d'un numéro de téléphone, un bureau où il est entendu pour le vrai, en permanence, à partir duquel il peut lui aussi parler aux médias et espérer être entendu un jour par l'Assemblée nationale. Ce bureau pourrait s'appeler le Conseil national citoyen de la démocratie. Sa première tâche, à mon avis, devrait être de prendre la première année pour parcourir le Québec dans toutes les régions et faire l'inventaire de ce que les citoyens et les citoyennes d'ici attendent de leur Parlement, de leur Assemblée nationale, des élections, du gouvernement et des députés. C'est bien qu'on fasse ce qu'on fait comme aujourd'hui,
qu'on tienne des colloques, qu'on discute entre nous. Mais un jour, si on parle de démocratie pour le vrai, là, il faut retourner au monde. Il ne faut pas juste regarder les 152 formes de mode de scrutin avant de savoir si le monde en veut. Retourner au monde, il n'y a pas d'instrument pour faire ça. Il n'y a pas d'adresse pour faire ça. Il faut passer par les partis politiques. Quand les partis politiques bloquent justement le système. Un conseil. Et même avec la présence d'un tel conseil, on pourrait et on devrait recourir au grand remède, à mon sens, si on ne veut pas en bas de vos chaises, là, une constitution pour le Québec. Ce colloque s'est attaqué à diverses dimensions de nos institutions, participation citoyenne, régime parlementaire, élections, mode de scrutin. Mais ce qu'on appelle nos institutions forment un tout. Chaque institution a un impact sur toutes les autres. Je suis particulièrement d'accord avec ce que dit le sénateur Célard, je suis d'accord avec le sénateur tout court, là, mais même avec le sénateur Jean-Claude Rivet, ce qu'il disait tout à l'heure, les institutions sont reliées les unes aux autres, ça forme un tout. On ne touche pas au mode de scrutin sans se demander c'est quoi l'impact sur le régime parlementaire. On ne touche pas au régime parlementaire sans se demander c'est quoi l'effet sur le mode de scrutin. C'est interrelié. Si vous décidez de séparer l'exécutif du législatif, par exemple, bien, une proportionnelle, ça n'a pas la même chance du tout qu'un scrutin anglais. Si vous les gardez fusionnés comme maintenant, c'est autre chose. Mais on ne peut pas penser ça pièce par pièce. Il est important de regarder le tout. La façon la plus intelligente, la plus efficace de revoir nos institutions, c'est de se donner ce qui nous manque. Nous n'avons pas une constitution. La façon la plus démocratique d'arriver à une constitution, c'est de la confier aux citoyens eux-mêmes, au peuple à décider, ou bien le peuple décide, ou bien on n'est pas en démocratie. Ce que je souhaiterais par-dessus tout, comme conclusion de ce colloque, c'est que nous nous disions, quels que soient les problèmes qu'on a inventoriés, quelles que soient les causes, quels que soient les coupables, quel que soit qui a raison et qui a tort, peu importe. Je suis prêt à dire que tout ce que j'ai dit, c'est pas vrai. À une condition. C'est qu'on enclenche un mécanisme qui permette au monde de dire ce qu'il veut. C'est le dernier sondage, je le dis rapidement. Moi, j'ai passé ma vie à faire ça. Il reste quelques minutes. Hein? J'ai passé ma vie à faire ça. Je vais vous donner ça rapidement. Là. Je l'ai fait, on ne le fait pas ici, là, ça ne pas le temps, mais des questions rapides dans n'importe quel groupe, hein, n'importe où au Québec. Si je vous donne juste quelques-uns, je ne fais pas j'en ai 10 pour le fun, parce que ça m'amuse. Disons au monde, ça c'est pas votre crayon, vous n'avez pas besoin de papier. Là. Oui, non, vite de même. Là. Souhaitez-vous élire le premier ministre au suffrage universel? Oui ou non? Souhaitez-vous qu'un parti qui obtienne 24 des sièges à l'élection obtienne 24 des sièges à l'Assemblée? Oui ou non? Souhaitez-vous que les députés soient libérés de la discipline de parti? Oui ou non? Souhaitez-vous que le législatif prenne l'initiative vraiment des lois, ce qui n'est évidemment pas le cas présentement? Oui ou non? Souhaitez-vous la décentralisation des pouvoirs vers les régions? Oui ou non? Souhaitez-vous les élections à date fixe? M. Dainville nous a donné des élections à date fixe, puis le lendemain matin, évidemment, on a piétiné la loi pour les affaires néanmoins, là. J'en ai là, moi j'en ai 10 comme ça. Je m'amuse à faire ça depuis 1976, quand je suis devenu le sous-ministre de M. Lévesque à la réforme des élections démocratiques, que je m'amuse à ça. J'ai un taux de réponse très élevé. Mais quand ils ont fini, je dis, le manquement, c'est quand même qu'ils ont dit non à quelque chose, là, on peut discuter, mais rapidement. Puis après, ce qui est plus intéressant, je te dis, savez-vous ce que vous venez de faire? Vous n'êtes pas conscient, vous n'avez fait pas de crayon, pas de papier, pas de conseiller juridique, pas de spécialiste en sciences politiques, rien de ça. Tout seul, là, comme ça, vous venez d'écrire la pièce majeure d'une constitution pour le Québec. C'est ça, une constitution, c'est juste ça, une constitution, c'est comment voulons-nous nous gouverner? Alors, le monde le sait fort bien. Pas comment, quelle sorte de mode de scrutin, de quel type, modelé sur quel pays, là. Mais l'essentiel, c'est d'abord revenir aux citoyens, c'est possible. Prendre les moyens que les citoyens d'égal disent ce qu'ils ont à dire, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi qu'ils veulent. Les spécialistes, là, c'était au deuxième tour. Quand on saurait ce que le monde veut,
ça sera toujours le temps pour les SPAT d'inventer un certain nombre d'options pour essayer d'arranger ça. Mais il faut commencer par le début. Ce colloque porte sur la démocratie. J'ai un petit peu le regret, je suis pas méchant, mais je suis juste aujourd'hui, je n'étais pas ici hier, là. C'est fort intéressant, mais on a une forte tendance à examiner les institutions top-down. Hein? C'est qu'est-ce que ça fait aux partis politiques? Ça se arrange-tu? Le régime parlementaire, il en souffre-tu? Est-ce que le règlement pourrait être plus? Mais, à mon sens, la vraie question, c'est qu'est-ce que le monde veut? Ça nous intéresse-tu de savoir ce que le monde veut? Sinon, appelons pas ça un colloque sur la démocratie. Appelons ça un colloque sur le fonctionnement, l'amélioration de nos institutions traditionnelles. Mais quand on parle de démocratie, on parle de souveraineté populaire, on parle de pouvoir populaire. Pour savoir ce que le monde veut, la première chose à faire, c'est le demander, l'écouter, prendre des notes, puis après, on regarde les solutions. Merci. Merci beaucoup, M. Larocque. Écoutez, dans le but d'essayer de trouver un fil conducteur entre les trois présentations et d'avoir une conversation, une discussion constructive, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Les trois interventions partent sur la base d'un constat qui est celui qui est lié à l'argent. Et il me semble que s'il y a quelque chose sur laquelle on s'entendrait tous à cette table, c'est qu'il y a un problème au niveau du coût des campagnes électorales. Et là où ça va, le premier point où ça peut se compliquer, c'est qu'on peut ne pas s'entendre sur est-ce que c'est que les élections coûtent trop cher ou sont trop inéquitables. Ça, on peut en discuter. Mais il me semble que vos interventions semblent reconnaître qu'il y a un problème d'argent. Et les solutions que vous proposez, par exemple, Thierry nous propose d'abord, le problème vient principalement des diffuseurs qu'il faut mieux encadrer. Donc, sa solution. Tacha nous dit, il y a des solutions qui sont intégrées dans les changements qui ont déjà été faits, apportés notamment au fédéral avec les élections à date fixe. Une des solutions serait de prolonger la période de la campagne sans nécessairement changer les plafonds de dépenses, ce qui ferait en sorte que les partis dépenseraient autant, mais sur une plus longue période de temps, par exemple. Et M. Larocque nous dit il faut redonner le pouvoir aux citoyens à travers, donc les partis sont l'essentiel du problème, ou ce qu'ils sont devenus. Il faut changer la façon dont fonctionne notre système pour donner davantage de pouvoir aux citoyens. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur ces enjeux-là. Remarquez, vous pouvez réagir directement à d'autres propos aussi. L'autre enjeu qui me semble important puis qui est étroitement lié, c'est la question du financement public ou privé, qui peut affecter, il me semble, les moyens que l'on veut prendre pour essayer de changer l'influence de l'argent dans nos campagnes électorales. Une dame hier suggérait que maintenant que dans la discussion sur la représentation des femmes, maintenant qu'au Québec, le financement public représente 70 % des revenus des partis, l'État serait en droit d'exiger de respecter certaines proportions. Est-ce qu'on ne pourrait pas adopter la même logique au niveau de l'utilisation qu'ils font de ces fonds-là pour la publicité? Dernier petit point que j'aimerais lancer comme ça, si on pense à une question d'inéquité dans le financement des partis et dans la publicité électorale, il existe des exemples ailleurs dans le monde, je pense au Brésil notamment, où la publicité électorale est entièrement gratuite, mais les paramètres sont imposés par l'État. Donc, il y a à chaque demi-journée, il y a 1 heure de publicité où tous les partis ont droit à une capsule de 15 ou 20 secondes, doivent s'exprimer. Généralement, c'est assez simple. Je pense qu'ils ont des limites de budget aussi pour filmer. Et c'est tout ce qu'il y a comme publicité électorale. Donc, ce n'est que du contenu et pas les frioritures qui viennent autour. Mais bref, donc,
Peut-être donner la parole à Tasha. Premièrement, on va changer l'ordre un petit peu. OK. Bon, moi, je ne suis pas pour plus de réglementation de l'État dans la vie des partis ou des électeurs. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Je ne suivrai pas cet exemple du Brésil, en partie parce qu'aussi, et on voit ça même avec la diffusion des résultats lors des élections, le monde multimédia a complètement changé la donne aussi. C'est restreindre, et dire aux diffuseurs, vous devez avoir juste 1 heure pour diffuser ou vous devrez charger X. Je suis contre ça. On vit dans une démocratie et une partie de la démocratie aussi, c'est le libre marché. Et oui, on réglemente, on a un plafond pour tous les partis, que d'ailleurs, tous les partis dans la dernière élection, qui a dépensé le plus des partis, des 3 partis principaux, savez-vous? Bien, c'est l'NPD. L'NPD a dépensé 20,3 millions de dollars. Les 2 autres partis, les libéraux et les conservateurs, c'était 19,5 chacun. Le plafond, c'est 21. Dans la campagne officielle, oui, je sais. Les conservateurs ont commencé bien avant la campagne de ceux qui vont faire encore, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est la période électorale, on met des balises et ça ne veut pas dire, écoutez, les libéraux ont obtenu le pire score depuis, je ne sais même pas combien de décennies, mais en tout cas, l'argent n'équivaut pas nécessairement aux résultats. Et c'est ça le message que je voulais sortir, mettre ce focus-là, cette emphase sur l'argent pendant les périodes électorales. Je trouve que c'est une fausse dynamique, particulièrement maintenant, comme j'ai dit, parce qu'on peut aussi faire des publicités, on peut diffuser l'information de façon gratuitement ou beaucoup moins chère à travers l'Internet. Et votre téléphone, ça devient très différent, cet univers. Du point de vue médiatique aussi, ça change beaucoup pour les médias, comment on fait même un reportage sur la campagne et tenir compte de Twitter et tenir compte de toutes les autres plateformes qui sont là. Je voudrais m'adresser le public privé, on a parlé un peu, j'ai parlé un peu. Je pense que là encore, je ne suis pas en faveur du financement populaire pur et les subventions de vote qu'on avait. Je suis contente que le gouvernement fédéral les a abolies parce que je ne pense pas qu'on devrait demander à autrui de financer la campagne de la personne avec laquelle il n'est pas en accord. Je pense que une des valeurs politiques qu'on a, une des valeurs fondamentales, c'est cette liberté d'expression et de croyance. Et la question a déjà été mise devant un tribunal. La Cour d'appel de Manitoba a été demandée en 1985 de statuer sur même le remboursement que les partis reçoivent après les élections, quand ils ont franchi un certain seuil pour leurs dépenses, etc., de quoi ils ont droit d'Élections Canada. Et c'était une décision de 2-1 des 3 juges qui disaient que non, ça ne franchissait pas la section 2 de la Charte qui dit qu'on a la liberté d'expression. Les demandeurs avaient dit qu'on ne devrait pas forcer quelqu'un de soutenir l'expression de l'autre. La Cour suprême, d'ailleurs, n'a pas tranché définitivement sur la question. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez d'informations pour trancher et ils ont laissé le jugement rester. Mais je me pose la question, si on faisait une demande constitutionnelle sur cet égard-là, disant que ce n'est pas juste de dire à moi de financer avec mon argent la décision ou la vision de l'autre. De plus, je pense que oui, c'est énervant recevoir toutes ces lettres de financement pour les électeurs, mais les partis doivent aussi ils vont avoir un pushback de l'électorat s'ils demandent trop. Et on voit ça, on se moque des publicités, des demandes des conservateurs, d'ailleurs, les lettres de demande qui sortent, aussi des libéraux, il y en a certains qui vraiment, on se pose la question, est-ce que si je ne recevais pas ça, I would be turned off, je ne serais pas prêt à appuyer. Alors, les partis aussi, il y a une certaine relation avec l'électeur qui est maintenue. C'est pas que l'électeur va simplement jeter de l'argent dans le vide quand les partis le demandent. Ils doivent aussi le demander d'une façon respectueuse ou plus respectueuse qu'ils le font. Et finalement, la dernière chose que je vais mentionner, c'est, avec tout le respect, André, l'idée d'une commission, l'idée d'une constitution. Le Canada a une constitution et ça n'aide absolument rien à régler les problèmes de leur système électoral. La constitution n'est pas la réponse. Faire un autre conseil pour discuter de ces questions, moi, j'aurais peur que ce serait nommé, qui nommerait ce groupe-là, c'est les politiciens, ce serait nommé pas des citoyens ordinaires, ce serait des gens un peu, pas comme nous, là, ou de cette salle-ci, mais des gens qui sont déjà investis dans la discussion. Pour avoir la vraie implication du citoyen, je n'ai pas la réponse, mais je ne pense pas que c'est là. Je suis d'accord, d'ailleurs, qu'il faut le chercher, parce que
les citoyens se désengagent de plus en plus du processus politique. Et je ne pense pas que c'est juste à cause des partis, mais à cause de la culture négative qui s'est installée dans nos institutions. Et ça revient un peu à la publicité aussi. La publicité négative renforce cette image auprès des citoyens que les partis politiques sont juste des méchants qui ne se soucient pas vraiment du bien-être des individus, qui veulent juste déchirer leurs opposants. Alors, Merci. André Larocque? Moi, j'ai été candidat 2 fois aux élections. Une fois une complémentaire à Montréal. Je me suis fait massacrer électoralement, mais surtout magané, traité de fasciste, de toutes sortes de patentes. Il n'y a rien. Je pense que le monde haïsse plus à l'entrée du métro de voir un smart arriver comme ça, quel que soit le parti. Là. Ils ne m'ont pas demandé pour quel parti. Là. Il y a un gars avec un paquet de pamphlets qui est prêt à distribuer, là, qui regarde avec un air de profond mépris. Hein. Non, merci. Ouais, ils le prennent, puis... La deuxième fois que j'ai été candidat au Parti vert, c'est plus rassurant, ça. Pas électoralement, ça ne donne pas un meilleur résultat électoralement, mais surtout quand on a un certain âge, puis on est vert, les portes s'ouvrent plus. Il n'y a aucune illusion d'être élu. Viens jaser dans la cuisine un peu, pas longtemps, là, puis partira. Ça a été mieux. Mais j'ai senti, je sais par ailleurs, je suis allé voir exprès, là, il y a une lassitude, un agacement profond devant le système des élections. C'est quoi? C'est plus facile de faire le bilan de ce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est sûr, ce qu'ils ne veulent pas, c'est des photos, ces posters. Ces posters sur les posters à droite et à gauche, là, surtout 6 mois après l'élection. Là. Ils ne veulent pas avoir du monde qui les arrête sur la rue, passer devant des patentes. Ils ne veulent pas avoir des trucs en papier glacé dans la porte. Puis l'autre à côté qui a un 8,5 par carte, un 8,5 par 11, qui n'a coûté rien. Ils ne veulent pas que Radio-Canada et TVA décident. Le directeur général dit que ça n'intéresse pas le directeur, le débat des chefs. Tout le monde dit que c'est un moment crucial. Déjà, il dit que ça ne l'intéresse pas. Donc, Radio-Canada, puis la dernière fois, on a oublié d'inviter Françoise David. TVA a invité Françoise David, puis ça a été le succès de la soirée. Mais c'est eux autres qui décident ça. C'est quoi, ça? C'est qui décide ça? Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais je sais qu'il y a mécontentement. Mais pour avoir la réponse, il faut le demander. C'est quoi tu veux? C'est sûr, si je me mettais mon bras jusqu'à là, ce qu'ils veulent, c'est que ça coûte moins cher, merci. Que ça ne se fasse pas, bienvenue la journée que ça soit au sérieux, là, les élections de date fixe, là. Mais c'est tanné de voir que ça se fait n'importe comment. Ils ne trouvent pas ça drôle de voir 2 partis se balader en autobus. C'est un grand renfort avec la moitié de la cellule de la presse dans un boss, l'autre moitié dans l'autre boss, qui se promène un petit peu partout. Dans les régions, mais dont on n'entend jamais parler des problèmes régionaux, parce que c'est pas ça qui se passe dans le boss, hein, c'est juste pour t'amener à Rouen. C'est pas pour te parler des problèmes de Rouen, là. Il y a bien des affaires qu'ils n'aiment pas. J'essaie pas de... Ce que je voudrais savoir, c'est quoi qu'ils veulent. Moi, j'ai déposé un mémoire à la commission Charbonneau, où je propose ceci, parce que, à défaut, je me dis, les partis politiques, pour leur administration courante, secrétariat, vie interne du parti, communication avec les membres, doivent nécessairement et exclusivement dépendre de donations, de dons de citoyens, d'électeurs. Point. Point à la ligne. C'est parti politique n'est pas capable de vivre au jour le jour avec les citoyens, mais c'est évident, ferment les portes. Les citoyens n'en veulent pas. Actuellement, dans le système, on s'en fout. Hein? On se fout du monde. La loi du financement, elle sacre le monde dehors. On va se financer à même la caisse. Hein? Même on interdit au monde de donner plus que 100 pièces. On a coupé le crédit d'impôt, moi, contrairement à vous, si vous êtes un peu curieux. Mais il faut s'arrêter et demander c'est quoi qu'ils veulent. C'est un domaine clair. À mon sens, les partis politiques doivent rester, si ça va se financer. Pour le reste, je ne peux pas l'imaginer. Je ne suis pas un spécialiste de tout ça, là. Puis je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de confier ça au directeur général des élections. On a, contrairement à Ottawa, on a une longue tradition ici de directeurs mous, flous, qui font de la publicité de « allez voter, mes amis », mais il n'y a pas beaucoup d'action démocratique chez nos DGE depuis 40 ans. C'est un peu, même à qui tu veux confier ça? Moi, j'ai proposé une direction à 3 qu'on établisse le poste de directeur du financement, qu'il y avait au début,
directeur des élections, directeur de la commission de la carte, pour faire une commission électorale. Cette commission-là pourrait, quand on aurait décidé avec le monde, qu'est-ce qu'on veut de l'élection, combien ça va coûter, ça? Cet argent-là soit géré par une commission de la représentation qui divise le temps également entre les partis politiques à la télévision. Moi, je rêve d'eux, il faut m'arrêter, parce que moi, je rêve d'une campagne électorale. Je suis sûr que le monde embarquerait là-dedans. Là. On vous disait que tous les mercredis, de 7 à 8, pendant une campagne électorale, ça s'appelle, à la TV, là, ça s'appelle la campagne électorale. C'est tout. Pas en dehors de ça, là. Vous voulez connaître les programmes des partis? Asseyez-vous, de 7 à 8, on va en parler. On va vous présenter les programmes. Également, pas celui qui a le plus d'argent, là. Également, vous voulez voir les programmes des partis dans la loi québécoise actuelle du référendum, la loi de consultation populaire, c'est le DGE qui distribue les programmes. C'est plus facile, parce qu'il y a un comité de oui et un comité du non. Mais lui, les comités de oui et du non doivent faire rapport au DGE, expliquent leur programme le mieux qu'ils peuvent. Ça sort dans une petite publication comme ça, là, à la québécoise. C'est oui à d'un bord, non de l'autre bord. Puis distribué, si ma mémoire est bonne, en 1995, à 4 millions d'exemplaires à tous les citoyens par le DGE. Les deux comités, pas un, pas celui qui a le plus d'argent contre l'autre. Là. Ça, l'égalité d'accès au programme, les droits l'égalité d'accès aux partis, ça, je ne suis pas à mettre mon bras droit, que le monde en veut. Je ne le jurerai pas, mais je ne le sais pas. J'aimerais ça qu'on les entende. Juste pour finir, que vous dites, moi je retire ma proposition de conseil ou de constitution, si vous m'en trouvez un autre. Mais ce que je ne retirerai pas, c'est que si nos 6 institutions n'appartiennent pas aux citoyens, bien qu'on arrête de parler de démocratie, là. On est en train de parler d'autre chose, là. On vit en régime de dictature des partis politiques. De d'usurpation du pouvoir par les partis politiques, c'est d'autres choses. Qu'on améliore nos institutions, mais qu'on arrête d'utiliser un mot sacré, que la démocratie. Merci. Thierry? Bien, je dirais en fait que les gens sont très consultés sur ces questions-là. On les a beaucoup consultés. Vous avez référé à quelques exemples. M. Drainville l'a fait, M. Bélan l'a fait. Je veux dire, il y a eu de nombreuses instances où on a consulté les gens sur la démocratie chez nous, sur le fonctionnement de nos institutions. Il y a des sondages où on les sonde là-dessus. Je pense que la classe politique ne les entend pas. Donc, alors, vous avez raison, il y a un constat à faire sur l'usurpation du pouvoir par les organisations politiques, puis leur incapacité, je pense, peut-être à entendre certaines choses. D'ailleurs, la primauté absolue des électeurs, donner plus de pouvoir aux citoyens, Robert Burns, Bernard Drainville. Moi, je vois dans l'accès à l'information, à une pluralité d'informations, entre autres par la publicité électorale. Il va vraiment falloir, mesdames et messieurs, que vous arrêtiez de penser qu'il n'y a pas d'infos dans la publicité électorale. Il y en a beaucoup. Et les gens retirent de l'information. C'est un outil informationnel hyper utile pour les gens. Et encore une fois, la publicité sous toutes ses formes, entre autres par la forme d'un programme électoral. Une plateforme électorale, c'est un outil promotionnel, c'est un outil publicitaire. Donc, la publicité, elle est importante et elle véhicule énormément d'informations. Mais en même temps, elle coûte cher. Oui, on peut faire de la publicité à meilleur coût si on investit le web, mais si on veut bien investir le web, il faut payer. Si on veut faire de la publicité qui est efficiente, une publicité efficiente aujourd'hui, c'est une publicité qui est ciblée, qui rejoint certaines cibles, qui parle à certains électeurs. On n'est plus dans le broadcasting là, en communication politique puis en publicité électorale. On est dans ce qu'on appelle le narrowcasting. Donc, on fait de la publicité très ciblée qui vise certaines personnes et qui évite d'autres personnes. Et pour monter ces campagnes-là, il faut énormément de ressources. Ça prend des spécialistes, ça prend des spécialistes en placement média, ça prend des spécialistes en conception de messages, et ça coûte énormément cher. La publicité et la communication, c'est le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, il se mobilise et il se décline par le financement. Et aujourd'hui, ces deux activités-là, elles sont conjointes. Dans tous les partis politiques en ce moment, le financement est associé au secteur des coms. Donc, les campagnes de financement sont drivées, sont conduites par des grandes campagnes massives d'envoi de courriel. On mobilise les gens constamment, on retourne vers le monde. On demande, parce que maintenant les lois électorales ont
imposer des contributions individuelles. Alors là, les partis politiques, et Tacha avait très raison de le souligner tout à l'heure, nous bombardent de courriels. Alors moi, comme chercheur en communication politique, je suis abonné à toutes les listes de diffusion de tous les partis politiques. Et en ce moment, et puis en fait, le plus drôle, c'était le 31 décembre. 31 décembre, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Habituellement, on est avec du monde, on socialise, on prépare notre réveillon, on boit un coup. On n'est pas devant son ordinateur à regarder nos courriels. Qu'est-ce que les partis politiques ont fait le 31 décembre? Ils ont bombardé massivement tous leurs abonnés sur leur liste pour générer des fonds qui allaient arriver à la fin du trimestre pour faire en sorte qu'ils atteignent leurs objectifs de financement. Qui a lu ces courriels-là? Le Parti conservateur en a envoyé 10, le NPD, pour vrai, là, le NPD 8 ou 9, les libéraux 8 ou 9, c'était sidérant. Personne ne voit ça. On les a vus le 1er, le 2, le 3, quand on a repris un peu nos esprits. Mais c'est ça. Le financement et la communication, ça va de pair maintenant. Et ça doit être réglementé davantage, après moi. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend peu. La recette secrète des partis politiques, elle est là. Elle est dans l'agencement de ces deux éléments-là. La communication et la publicité au service du financement et le financement, éventuellement, aussi au service de la communication et de la publicité, alors que l'élection approche. Bon, autre problème avec la question, c'est qu'on parle de la campagne électorale, comme si la campagne électorale était balisée par les 35 jours où elle se déroule officiellement. Ça n'existe plus, ces campagnes électorales-là. On est en phase de campagne permanente. Un parti arrive au pouvoir et il met en place sa machine en vue de la prochaine élection. Il met en place et il mobilise les outils, entre autres les outils communicationnels du gouvernement, dans une démarche de réélection. On est en campagne permanente et les partis d'opposition sont en campagne permanente. À partir du moment où un parti se retrouve dans l'opposition, il se secoue un peu, il reprend ses esprits, on fait des modifications dans l'équipe et on repart la machine pour pouvoir atteindre notre objectif de, éventuellement, élection au prochain cycle électoral. Donc, la pression sur le financement, elle est constante parce que la campagne n'arrête jamais et la communication n'arrête jamais. Alors oui, c'est un enjeu très, très, très important dans notre démocratie. Je vais vous passer la parole dans un instant. Ce qui m'apparaît être ressortir un peu de la discussion, c'est que dans le fond, permettez-moi d'être naïf, mais en démocratie, ce qu'on souhaite, c'est que le parti qui est élu ou qui est porté au pouvoir l'est à cause de ses idées, non pas à cause de ses moyens à transmettre ses idées à l'électorat. Et il est là le problème. Donc, ça me semble être un problème principalement d'inéquité. Et vous avez fait plusieurs références aux partis. Vous n'avez nommé que les grands partis qui arrivent à atteindre le plafond des dépenses. Ouais. Dans un système comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait des plus petits partis, sachant qu'on a un mode de scrutin qui favorise les formations qui ont un déploiement large, donc qui ont des moyens? Donc, comment on fait pour... Aussi. Ils font campagne différemment. Mais ils ont des moyens démesurés. Ils ont d'autres moyens, mais ils font campagne. Et ils sont aussi dans l'exercice de collecte de fonds. Québec solidaire. Oui, mais il n'est pas souhaitable. La question, c'est est-ce qu'il n'est pas souhaitable de niveler ces moyens-là davantage pour... Qui fait la nivellation? C'est là, non, ça, c'est la question. Et ça, c'est toujours, on revient à la même question. Qui fait le nivellement? Qui décide ça? Est-ce que c'est préférable que l'État décide, oui, on vous donne tant, on vous donne tant? Alors, moi, je vais commencer mon propre parti pour lever des fonds pour je ne sais pas quoi. C'est à quel moment est-ce qu'on a franchi le seuil où on mérite, entre guillemets, et qui décide ça? Est-ce que c'est plus démocratique de laisser la population avec son financement, dire oui, j'appuie X, je vais donner mon 5 $, je vais donner mon 10 $ au Parti vert et faire monter les fonds comme ça? Est-ce qu'on... Essentiellement, on prend la décision, est-ce qu'on est étatique ou on ne l'est pas dans cette optique-là? Monsieur Dion? Moi, professeur Gélineau, je ne comprends pas pourquoi on fait compliqué quand on pourrait faire si simple. Allez-y. On pourrait atteindre tous vos objectifs. Éviter l'étatisme, éviter d'avoir à payer pour des partis qu'on déteste ou qu'on n'aime pas. Éviter la corruption, ou en tout cas la limiter beaucoup. Éviter les prête-noms, éliminer les prête-noms. Réduire les écarts d'influence entre les riches et les pauvres de façon très nette. Simplement. Contribution démocratique de 5 $ par année pour les partis fédéraux, c'est tout ce dont j'ai besoin. 5 $ par année, prélevé sur votre rapport d'impôt. Donc entièrement public. Attention,
entièrement public, mais par le rapport d'impôt. Chaque contribuable, donc, se voit prélever 5 $. On élimine les crédits d'impôt, le financement à la tête de l'électeur, etc. On élimine tout ça. Donc, ça ne coûte pas plus cher pour le contribuable. Mais le grand bien pour lui, c'est qu'on dit au contribuable, dites-nous à qui vous voulez donner votre 5 $. Alors, il pourrait le donner à un seul parti, et on pourrait désagréger jusqu'à 1 $ pour faire simple, donc à 5 partis différents, ou 3 $ à un parti, 2 $ à l'autre parti. Et ceux qui ne veulent pas le dire à qui ils veulent le donner, bien, on distribue le 5 $ au prorata du choix des autres. Mais si on veut donner à personne? Eh bien, si vous donnez à personne, on vous prélève le 5 $ et il est donné au prorata du choix des autres. Aujourd'hui, vous financez plein de choses que vous n'aimez pas. C'est une taxe politique. Mais si quelqu'un... C'était une contribution démocratique. Aujourd'hui... Non, c'est une taxe. C'est une obligation. Je sais, c'est la seule raison pour laquelle ce que je vous propose ne marchera pas, parce qu'on va dire que c'est une taxe. Je suis habitué à ce genre d'argument. Je suis habitué à ce genre d'argument. Mais écoutez, aujourd'hui, là, laissez-moi terminer. Aujourd'hui, vous financez peut-être la défense. Peut-être vous êtes pacifiste, vous la financez. On ne vous demande pas votre avis. Ça fait partie de la vie en société. Dans la vie en société... l'argent qu'on vous prend, vous n'avez pas un contrôle où elle va. Le seul contrôle que vous avez, c'est par la vie démocratique en votant pour des partis qui correspondent un peu mieux à vos préférences. Et avec ce que je propose, les partis seraient obligés encore de faire de la publicité. Tous les ans, ils devraient nous convaincre pourquoi il faut qu'on leur donne le 5 $. Ce serait une espèce de référendum annuel sur les partis politiques. Il n'y aurait plus de prête-noms. Comment voulez-vous aller contrôler les 5 $ de tout le monde? Ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est anémique, les prête-noms. On le sait tous. On a fait semblant de découvrir ça à la commission Charbonneau. On pourrait faire une commission Charbonneau dans toutes les provinces canadiennes. Ça serait intéressant. Alors non, on réglerait ce genre d'hypocrisie qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas vrai que c'est une mise en cause de la liberté des citoyens, parce qu'aujourd'hui même, si je vous donnais la liste des choses que je finance au fédéral et que je n'aime pas, on en aurait pour toute la journée. Merci. Merci. On va prendre... Vous arrêtez. André? Après, je vous donne la chance de réagir, c'est promis. André Blais, Université de Montréal. Moi, j'étais un type qui soutenait cette proposition-là. J'espérais qu'il y avait au moins une personne qui l'appuierait, puis il n'y en a pas, donc je vais faire mon pitch, d'interdire la publicité électorale, parce que ça a l'air étrange, mais en fait, c'est la pratique la plus commune dans les démocraties établies. La majorité des pays en Europe interdisent la publicité électorale à la télévision seulement, mais la proposition serait due à la télévision. À la télévision, c'est interdit. C'est une pratique commune dans les démocraties établies. Moi, j'analyse le comportement des électeurs dans plusieurs pays de façon comparative, et je n'ai aucune raison de croire que l'électeur européen est moins informé que l'électeur canadien ou américain. Et donc, c'est tout à fait possible. Évidemment, il y a un temps d'antenne gratuit pour les partis, il faut établir des règles de fonctionnement. Mais il y a des problèmes actuels avec l'argent. Hein? Je veux dire, l'argent n'achète pas tout, mais ça achète un peu. Ça amène à toutes sortes de problèmes, de la perception de la légitimité. Et donc, une solution simple, c'est la solution la plus courante dans les démocraties établies. Et donc, ça devrait être le point de départ. Je vais intervenir là-dessus rapidement. Attends. Alexandre, ta question, est-ce qu'elle est en lien avec les interventions précédentes? S'il te plaît. Et ensuite, tu fais un tour de table. Très bien. Alors, je suis Alexandre Blanchet, candidat au doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et ma question, c'est heureux que M. Blais ait posé la sienne, puisque je vais rebondir sur, sans entrer trop dans les détails d'articles académiques, mais il y a un de vos articles, par exemple, qui démontre que les dépenses électorales dans les différentes circonscriptions canadiennes ont eu un impact sur le niveau d'information des électeurs de ces circonscriptions-là. Alors, au-delà de la publicité électorale, il y a quand même une question à se poser sur l'importance de l'argent. On a tous tendance à s'imaginer que l'argent est une mauvaise chose et sans nécessairement en arriver à une situation comme aux États-Unis où c'est caricatural. J'aurais envie de renverser peut-être un peu aussi la question en rebondissant sur est-ce qu'on ne devrait pas, au contraire, plutôt que de réduire le financement des partis politiques comme on essayait d'argumenter récemment au Québec, est-ce qu'on ne devrait pas, au contraire, chercher à l'augmenter afin, justement, d'augmenter le niveau d'information des citoyens? De quelle façon? Par une augmentation Moi, j'irais de manière publique, et je sais que certains dans le panel vont probablement réagir différemment de moi, mais je pense que, au moins, avoir une conception positive de plus d'argent pour
notre démocratie, dans le fond, c'est une bonne chose, contrairement à notre réaction épidermique qu'on a contre l'argent général. Vas-y. Alors moi, je vais réagir rapidement à l'intervention d'André Blais. La réalité médiatique a radicalement changé dans les 15 dernières années, voire dans les 20 dernières années, mais dans les 15 dernières années très certainement, avec l'arrivée de nouveaux créneaux médiatiques qui sont très faciles à investir et sur lesquels toutes les formations politiques de tous les partis européens que tu étudies en Europe sont très présentes et font de la diffusion de publicité. Donc, c'est le web, c'est les médias sociaux. Ils ne diffusent pas nécessairement de messages à la télévision, quoique dans plusieurs de ces démocraties-là, ils ont accès à des cases horaires gratuites où on diffuse des messages qui s'apparentent à de la publicité, qui sont un peu plus longs, mais qui ne sont pas des spots de 15 ou 30 secondes, mais où il y a beaucoup de messages promotionnels, de messages publicitaires, où on livre certaines attaques. Et donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, la publicité, elle existe dans l'ensemble de ces démocraties-là. Elle n'est peut-être pas véhiculée dans les médias électroniques de la même façon qu'elle l'est ici, mais elle est présente. Et sur le web, elle est omniprésente et elle est très virale dans ces démocraties-là. Tasha? Okay. Sur la question d'interdire la publicité à la télévision, bien, ils interdisent beaucoup de choses à la télévision en Europe. C'est très, très réglementé comparativement le choix de canaux. J'étais en Allemagne en octobre et j'étais un peu choquée, franchement, qu'il y avait juste 5 postes à regarder sur la télévision. Mais en tout cas, on sait que la réglementation et l'attitude vers la réglementation en Europe est très différente de la nôtre. Et moi, je préférais vivre en Amérique du Nord, où on a moins de réglementation sur certains aspects de notre vie quotidienne qu'on accepte en Europe. Et ça, c'est le choix de société qu'ils font. Alors bon, je ne pense pas qu'on voudrait imposer ce choix de société ici. Et dans le sens de l'argent, est-ce qu'on devrait donner plus d'argent? Moi, je pense que si on impose des limites qu'on a présentement, il faut aussi avoir la capacité de les renforcer. C'est ce qu'on a vu avec le phénomène de prête-nom. Les limites étaient là, mais les gens, ils les ignoraient, ils trouvaient des façons de trouver des prête-noms, etc. Alors, ça ne voulait dire rien. Il faut mettre des dents dans la loi si on a une loi. Autrement, justement, ouvrez les portes et dites, vous pouvez dépenser ce que vous voulez. Et pour répondre à votre proposition, M. Dion, si moi, je veux donner plus que 5 $ à un parti, je devrais avoir ce droit-là. Écoutez, si tout le monde choisit, faites non, mais pourquoi? Est-ce que c'est tellement sacré, la politique, qu'on ne permet pas quelqu'un qui veut financer? C'est parce que ce qui va arriver, c'est que moi, je vais financer un organisme comme Conservative Voice qui va faire des publicités pour le parti indirectement. C'est tout ce qui va arriver si vous mettez une limite aussi petite et que vous forcez tout le monde à le faire. Ils vont trouver quand même des façons. Alors, ce que je dis, qu'il faut avoir un équilibre entre les limites et aussi la liberté que les gens veulent exercer dans leur vie pour financer ou appuyer des partis politiques. André Larocque, vous voulez réagir? C'est une déclaration de clôture, c'est l'ensemble de l'œuvre. Je ne vais pas juste me répéter. J'ai essayé. Moi, j'ai toujours entendu dire, je ne sais pas si c'est sûr, ça, mais que 80% des coûts d'un parti politique, c'est la publicité, pas les médias privés. Le gros morceau, c'est ça qu'on me dit. Ça, j'ai jamais... Non, c'est pas 80%. C'est autour de 30% qui est consacré à la publicité télévisée dans le budget publicitaire. Le budget publicitaire, qui donc englobe beaucoup d'autres choses, environne peut-être 60-70%, parfois dans certaines formations. 80% si on élargit la période de couverture des dépenses. Ça, c'est ceux capables de le payer, oui, exactement. On parle de deux parties, là, on ne parle pas du système. Je suis intrigué plus loin que ça par le fait que j'ai déjà essayé à un moment donné avec des amis d'établir le coût d'une élection, le coût total. Ça, c'est pas simple. Hein? Il y a des coûts que les partis disent, il y a des coûts qui sont rapportés un an après dans le rapport du directeur des élections. En Ontario, la loi est beaucoup plus intelligente. Hein? Quand le directeur général des élections reçoit les contributions, il y a 5 jours pour les rendre publiques sur son site Web. 5 jours. Ici, vous savez ce qui s'est passé à la dernière élection. Ce que vous savez, ce qu'on vous a dit, vous le savez un an, puis un an et demi après que l'élection est passée. C'est pas le temps, là.
Mais moi, j'ai vécu une grande partie de ma vie dans cette belle institution. Puis ça, c'est des coûts pas comptés, hein. Ce sont l'idée de l'avantage que le gouvernement a de partir en élection. Il y a des centaines de personnes dans ces cabinets, de son monde politique, qui, le gouvernement ne cesse pas d'exister pendant l'élection, là. Tout ce monde-là, ça ne fait pas du pouce, ce monde-là, hein, veut dire, ça couche à l'hôtel, ça se promène. Puis pas juste le gouvernement, ce qui m'a surpris aussi, à un moment donné, j'ai été surpris de découvrir le Bloc à Ottawa. Puis les gens du Bloc, maintenant, c'est pas gros, hein, mais dans le temps que les Blocs étaient gros et riches, toute son armée s'est amenée dans une élection provinciale au Québec, ce qui est carrément illégal en plus, payé par le gouvernement fédéral pour faire une campagne électorale au Québec. Puis ça ne rentre pas dans les finances non plus. Ça serait colossal si on finissait par ça va mettre un chiffre là, total sur combien ça coûte tout ça. Mais au lieu de faire ça, je deviens toujours la même chose, là, on va perdre notre temps, puis on va discuter longtemps, si on continue, on regarde par en haut en descendant pour faire l'inverse, pour arrêter de voir le citoyen, c'est quoi tu veux dans une élection? Veux-tu l'égalité des partis ou pas? Veux-tu les financer exclusivement ou pas? C'est quoi tu veux? Mais Quand les on va écouter savoir, après. L'idée, c'est pas juste de les consulter, c'est que les partis entendent ce que les citoyens disent. C'est ça que je veux dire. Il faudrait que ça soit fait. Non, absolument pas. De là, mon conseil est que quelqu'un d'autre que les partis les écoute. C'est sûr que l'ennemi, ce sont les partis. C'est une dernière question? Oui, moi je suis surpris que certains éléments n'ont pas encore été considérés par rapport au financement. Notamment le lien avec la participation électorale. Si on fait le lien entre les contributions publiques, c'est-à-dire que quand je vote, un certain montant est remis au parti pour lequel j'ai voté, nécessairement c'est un incitatif pour moi de me rendre le jour J à l'élection pour me rendre voter. Et donc, on n'a pas considéré l'importance que ça a sur l'effet positif quant à la participation politique. Et si on la prend pour acquis, et je crois que à peu près tout le monde ici va prendre pour acquis que c'est un incitatif pour aller voter, eh bien, dans la tête du citoyen, s'il sait qu'il va aller voter, il va être davantage porté vers les médias, que ce soit des médias traditionnels ou des nouveaux médias, mais il va être porté vers un accès à l'information plus grande. Et je crois que ça fait partie des bénéfices que tout le monde recherche dans ce panel, ou à tout le moins, ça fait partie de la discussion. Alors, je vous invite à considérer le fait que le financement public a un incitatif positif à participer, qui, lui, indirectement, a un effet positif à s'informer, qui est central à la discussion. Et ça peut avoir d'autres bénéfices. Par exemple, si je sais que mon vote vaut de l'argent, évidemment, on présuppose que l'argent est public, mais si mon vote vaut de l'argent, par exemple, j'ai moins d'incitatif à voter stratégiquement, parce que mon vote vaut quelque chose. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est un objet précis de ma thèse. Mais... Donc, voilà, participation, information, moins de vote stratégique, je vous invite à considérer tout ça. Et évidemment, c'est un petit pitch en faveur du projet de loi 2 qui répond, je crois, à vos exigences de pouvoir contribuer substantiellement en tant qu'individu dans une mesure qui me semble raisonnable, c'est-à-dire 100 $, parce que c'est pas peu au Québec, il y a eu un petit flou là. Le titre du projet de loi 2, c'est la loi limitant à 100 $ les dons. Alors, voilà, c'est 100 $. Je crois que ça répond à beaucoup de choses et je vous invite à considérer les éléments positifs que j'ai mentionnés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on l'apprendrait et je demanderais aux conférenciers d'utiliser leur intervention comme mot de la fin. Donc... Oui. Moi, je voudrais peut-être juste rappeler qu'un contexte électoral, une élection, ce n'est pas un contexte comme n'importe quel autre. Ça exige une réglementation particulière. Ça exige de permettre aux citoyens d'avoir accès à une information qui va lui être utile, pas une information qui fait du spectacle et qui nous parle des stratégies des partis politiques ou des problèmes d'organisation dans une caravane d'un chef. Ça implique aussi de se rappeler que les médias électroniques sur lesquels la publicité télévisée est diffusée sont mandataires des ondes. On leur accorde le privilège d'utiliser les ondes et d'établir une relation commerciale avec les citoyens. Et donc, en contexte électoral, qui n'est pas un contexte comme les autres, où on est censé être capable d'avoir accès à un débat pluriel, ouvert, utile, on peut être exigeant envers les médias et on doit être exigeant envers les médias. On doit s'assurer que ce que les médias vont nous présenter et l'accès qu'ils vont donner aux partis politiques pour établir
la relation de communication avec les citoyens, que ce soit le plus ouvert possible, le plus accessible possible, le plus équitable. Dans certains pays, comme en France, c'est même égalitaire, mais qu'on respecte ce contexte qui est particulier, qui est un moment où tous les citoyens se réunissent, réfléchissent à leur avenir collectif et viennent chercher de l'information, plusieurs d'entre eux, pas tous, mais plusieurs d'entre eux, pour prendre des décisions éclairées. Et donc, on peut contrôler davantage le travail des médias en période électorale. Je pense que c'est fondamental de leur rappeler qu'ils sont mandataires des ondes, qu'on leur confie ces ondes-là et qu'on peut les leur retirer. Et qu'un contexte électoral, encore une fois, ce n'est pas un contexte comme les autres. Et que la loi du marché, ouverte et complète, bien, peut-être qu'elle ne s'applique pas totalement et complètement à l'intérieur de ce contexte-là. M. Larocque? Pas vraiment, c'est... Oh, OK. Bon, les médias encore. Écoutez, je pense que... C'est important de parler des médias. C'est important de parler des médias, mais c'est aussi important de reconnaître que l'univers médiatique a tellement changé. La câble-diffusion, d'ici 10 ans, là, je me demande s'il va être là. Les réseaux, certains réseaux de télévision, je demande s'ils vont toujours être là parce que les habitudes des jeunes, en particulier, qui en partie ne votent pas, ce qui moi, c'est un très grand problème, qui sont déconnectés du processus politique presque entièrement. Eux, ça change, leur consommation d'informations change beaucoup. Et les partis changent en fonction de ça aussi. On voit justement l'envoi de ces courriels. On ne demandait pas l'argent par des courriels il y a 5 ans, 6 ans. C'est le phénomène maintenant, c'est qu'on rejoint les gens de façon diverse et ça, c'est la façon qu'on rejoint les gens. Pas nécessairement les pubs à la télé. Vous allez recevoir des pubs sur votre téléphone qui vont vous être envoyés par les partis politiques. Je trouve que c'est intéressant le point que vous avez fait pour clore mon petit mot ici sur l'argent comme un incitatif de participation. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas participer dans le processus politique autre que donner de l'argent. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas peut-être l'intérêt. Il y a d'autres gens qui ne veulent pas donner d'argent, qui s'en foutent, je vais le dire, du processus politique. Nous, ici, on est obsédés avec ça. On trouve que c'est important, la démocratie, et ça l'est. Mais il y a beaucoup de monde dans la rue qui ne veulent rien savoir. Et les forcer à participer, je suis contre ça aussi, parce que c'est un choix. Il faut les attirer, mais pas les forcer. Non, écoutez, les forcer à participer à quelque chose auquel ils ne sont pas adhérés, c'est prendre leur argent et le dépenser sur le choix d'autrui. Et je suis contre ça. On peut dire que les taxes, c'est la même chose, mais dans ce point-là, on arrive à dire que c'est une taxe politique. Et on peut se disputer là-dessus. Moi, je suis en faveur, et c'est ça, c'est pour ça qu'on est ici, mais je suis en faveur de la liberté et la liberté aussi des idées, que les idées se vendent sur leur mérite. Et oui, l'argent fait partie de ça. On est dans un système où l'argent aussi, ça représente un certain mérite, si on l'aime le dire ou non. Alors, ça ne veut pas dire qu'on serait en mesure de tous donner des millions de dollars, mais je pense des plafonds raisonnables, oui, trop petits, et on va avoir des gens qui trouvent autre façon de s'impliquer. M. Larocque, voulez-vous le mot de la fin? Voilà, si vous me tendez pas, oui. Je ne répéterai pas les conclusions, me donner l'occasion peut-être d'ajouter une réforme auquel je n'ai pas eu le temps de penser, mais M. Lévesque entretenu ça dans le temps, dans les perspectives d'élection à date fixe. C'est un aspect disgracieux dans le débat des partis politiques, c'est le discours économique ou financier. Il n'y a pas un chat, là. Il n'y a pas un chat ici, ni ailleurs, qui croit 2 secondes ce qu'ils sont en train de vous dire, là, hein? Dans le débat des chefs, notamment, là. Pour un parti, le pays n'a jamais été aussi prospère, puis pour l'autre, on est sur le bord de la ruine. Puis il y en a un des deux qui se trompe, là. C'est évident. Puis là, il gâche des milliards, hein, de tous les bords. Le lecteur moyen, là, il était installé dans tout ça, là, puis une pluie de milliards des deux côtés, ce qu'on se dit. Puis même à supposer que vous êtes naïf et vous êtes un qui a raison. La journée qu'il est élu, il découvre que le lendemain, la situation n'était pas celle qu'il pensait. Donc, ce qu'il avait dit, même s'il croyait que c'était vrai, ça ne l'est plus. Donc, on parle pour rien, là. Ça, c'est agaçant. Une réforme que M. Lévesque, dans le temps, envisageait, mais il y a longtemps, c'était d'obliger, dans le cas d'élection à date fixe, qu'on n'avait pas avant, parce qu'on n'est pas sûr qu'on a encore au Québec, là. Mais en tout cas, dans le cas d'élection à date fixe, que je ne me souviens plus des dates, mais à l'ouverture de la campagne électorale, disons 30 jours avant, le vérificateur général du Québec dépose dans les médias, dans une formule à peu près accessible au public en général, l'état des finances du Québec.
C'est quoi l'état des finances? Qu'on parte au moins de quelque chose. Quand un parti dit qu'on est en dette, l'autre dit qu'on ne l'est pas, bien au moins on a une référence à quelque chose. On met un petit peu de cohésion dans le débat financier. C'en est un qui est particulièrement tuant pour tout le monde. Merci. Merci aux conférenciers. Ce qui est clair, c'est qu'on n'atteint pas un consensus et peut-être que c'est pour ça qu'on est ici. Donc, on va continuer à réfléchir, à discuter à ces enjeux. Un grand merci à vous trois. Merci. Un grand merci à vous. C'est ce qui met fin au colloque. Un merci tout particulier à nos bénévoles qui ont travaillé dans les coulisses pour rendre ce colloque possible. Je vous rappelle que les activités du colloque ont été enregistrées en vidéo. Nous allons les rendre disponibles à travers les pages web du projet Making Electoral Democracy Work et la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Nous avons également des rapporteurs qui ont pris des notes dans chacune des séances et qui vont produire un rapport. Donc, nous aurons une synthèse écrite également du colloque. Donc, un grand merci à tous, une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci. Merci infiniment.